Le silence de la nuit s'étend sur la steppe. À perte de vue, une mer d'herbes hautes ondule doucement sous la caresse du vent. Le ciel, immense et clair, se déploie comme une voûte infinie où brillent des milliers d'étoiles. Ici, l'horizon n'a pas de fin. Le monde semble suspendu entre la terre et le ciel dans un souffle immobile. Un cavalier solitaire traverse cette immensité. Sa silhouette se découpe à peine dans la lueur pâle de la lune. Chaque pas de son cheval résonne sourdement comme un battement régulier qui accompagne la respiration de la nuit. Il avance sans hâte, porté par l'élan tranquille de l'animal, comme s'il connaissait intimement ce chemin qui n'existe pourtant que dans l'herbe. L'air est froid, mais apaisant. Il emplit les poumons, vifs et purs, chargés du parfum sec de la terre et du foin sauvage. Par moments, un souffle plus fort fait courir une vague d'ombre dans les herbes, comme si la steppe elle-même s'éveillait et murmurait ses secrets. Le cavalier baisse la tête, attentif à ce langage muet, comme s'il entendait des voix que le reste du monde a oubliées. La steppe est un désert sans sable, un océan sans eau. Elle n'offre ni refuge, ni mur, ni frontières. Ici, la vie se déploie dans le mouvement et l'espace. Ceux qui l'habitent apprennent à lire les signes du vent, à suivre les constellations, à distinguer le cri d'un faucon du souffle d'un loup. Rien ne protège, mais tout guide. Dans ce vide apparent, chaque détail devient essentiel, chaque étoile une compagne, chaque pas une promesse. Le cavalier n'est pas seul, même si nul autre ne l'accompagne. La nuit tout entière voyage avec lui. Son cheval, compagnon fidèle, avance d'un pas sûr. Ses naseaux fument dans l'air glacé. Ses oreilles se tendent, attentives aux bruits lointains. Ensemble, l'homme et l'animal ne font qu'un. Ils partagent la même vigilance, la même liberté, la même fatigue douce après une longue route. Il y a dans ce paysage une étrange paix, mais aussi une force brute. Le vent peut devenir tempête, la neige peut recouvrir en une nuit les pâturages, et l'ennemi peut surgir à l'horizon sans prévenir. Pourtant, dans ce moment suspendu, tout est calme. On n'entend que la cadence des sabots, la plainte lointaine d'un oiseau nocturne et le froissement des herbes. La lune éclaire des ombres mouvantes. On croit apercevoir des formes, un troupeau qui traverse au loin, un feu qui se devine à l'horizon, ou peut-être seulement des illusions que la nuit dessine pour l'esprit fatigué. Le cavalier, lui, continue. Il sait que la steppe n'appartient à personne, mais qu'elle accueille ceux qui savent l'écouter. Chaque étoile au-dessus de lui est comme une flamme ancienne, les mêmes que ses ancêtres contemplaient des siècles auparavant, les mêmes que contempleront ceux qui viendront après lui. Dans cette immensité, le temps perd son sens. Les histoires se mêlent, les générations se confondent. La nuit devient un fil tendu entre passé et avenir. Peut-être qu'en fermant les yeux, on peut entendre ce cavalier. On peut sentir le balancement lent de son cheval, comme une berceuse. On peut se laisser porter par le rythme de ses pas, par le souffle régulier du vent, par l'éclat des étoiles qui veillent silencieusement. Il n'a pas besoin de destination. Son voyage est déjà une fin en soi. Avancer dans l'infini, habiter la nuit, écouter la terre. Voilà ce qui compte. C'est ainsi que vivent ceux qui connaissent la steppe, en mouvement, entre ciel et herbe, guidés par les étoiles. Et tandis que son ombre s'éloigne peu à peu, englouti par l'horizon, il semble nous inviter à le suivre, à fermer les yeux, à laisser nos pensées errer dans ce paysage sans fin. La steppe n'est pas seulement un lieu, c'est un souffle, un rêve, une évasion. Dans les profondeurs du temps, bien avant que les empires dressent leurs murailles et que les cités s'emplissent de bruit, des tribus nomades sillonnaient les plaines immenses qui s'étendaient entre la mer Noire et le Caucase. Ces hommes et ces femmes vivaient sans frontières, guidés par leurs troupeaux, par le rythme des saisons et par la course des étoiles. C'est de ce terreau ancien qu'émergèrent les Scythes.
Leur histoire commença dans l'ombre du 8e siècle avant notre ère, quand les vents d'Eurasie portaient déjà l'écho de nombreux peuples. Les forêts du nord s'ouvraient sur l'infini des steppes, et les fleuves comme le Dniepr et le Don dessinaient des routes naturelles vers la mer. Dans ce carrefour du monde, où l'Orient et l'Occident se frôlaient sans se connaître encore, naquit un peuple qui allait marquer les mémoires. On raconte que ces tribus n'étaient d'abord que des fragments épars, des familles dispersées qui vivaient de chasse, d'élevage et de pillage rapide. Mais peu à peu, un souffle nouveau les unifia. Ils devinrent plus qu'une multitude sans lien. Ils devinrent une confédération, un ensemble de clans qui partageaient le même horizon et les mêmes rêves. Ce souffle, c'était celui du cheval. Car nul peuple n'a jamais été plus lié à cet animal que les Scythes. Leur force grandit quand ils domptèrent véritablement la guerre à cheval. D'autres peuples avaient déjà appris à utiliser les chevaux pour le transport ou la chasse, mais eux en firent une arme. Ils devinrent les archers cavaliers par excellence, capables de disparaître dans l'herbe haute et de surgir comme une tempête. Leur mobilité changea tout. Là où d'autres peuples étaient contraints par les murailles ou les champs cultivés, eux trouvaient dans l'immensité un allié invincible. Les premiers récits qui nous sont parvenus parlent d'hommes coiffés de hauts bonnets pointus, portant arcs et épées courtes, surgissant des plaines comme des ombres rapides. Pour les sédentaires du sud, ces cavaliers venus du nord étaient insaisissables, à la fois redoutés et admirés. Ils frappaient par surprise, disparaissaient aussitôt et laissaient derrière eux la mémoire d'une menace toujours présente. Les archéologues ont retrouvé des traces de cette époque de formation. Des flèches de bronze aux formes caractéristiques, des lames courtes aux gardes décorées, des poteries simples remplacées par des formes nouvelles venues d'Orient. Chaque objet raconte une histoire, celle d'un peuple qui apprend, qui échange, qui transforme ce qu'il touche. Les Scythes ne furent pas seulement des guerriers, ils furent aussi des héritiers d'influences multiples, absorbant des savoirs d'Assyrie, d'Urartu et plus tard de Grèce, pour en faire leur propre culture. Mais ce qui frappe encore plus, c'est la rapidité avec laquelle ces tribus disparates devinrent une puissance. En l'espace de quelques générations, elles s'imposèrent sur toute la steppe pontique. De simples bandes de cavaliers, elles devinrent une force redoutée des grands royaumes voisins. Leur nom, dans les inscriptions anciennes, résonne déjà comme celui d'ennemis difficiles à contenir. Cette transformation n'était pas seulement militaire, elle était spirituelle. Les Scythes voyaient dans leurs chevaux des médiateurs entre le monde des hommes et celui des dieux. Leurs rites, leurs sacrifices et leurs tombes reflétaient cette conviction. Les archéologues ont retrouvé des kurganes, tumulus sacrés, où reposaient des guerriers entourés de chevaux, d'armes et d'objets précieux, comme si, dès l'origine, chaque Scythe se préparait à chevaucher aussi dans l'au-delà. Émergence des Scythes au 8e siècle n'était pas un simple épisode parmi d'autres dans l'histoire des steppes. C'était une transformation, presque une naissance. Un peuple nouveau prenait forme, porté par la liberté des plaines, par la rigueur des saisons et par la force du cheval. Dans le souffle du vent, entre Ukraine et Caucase,
les premières légendes commençaient déjà à se tisser, et tandis que la steppe s'étendait toujours à l'infini, leurs silhouettes montaient à l'horizon, silhouettes de cavaliers prêts à inscrire leurs noms dans les mémoires des peuples voisins. La nuit, sous les étoiles, on pouvait presque deviner leur avenir, celui d'un peuple nomade qui deviendrait le cauchemar des empires et l'émerveillement des conteurs. La lumière du jour glisse sur la mer d'herbe. Au loin, des tentes rondes apparaissent, légères, recouvertes de feutre et de peau. Elles semblent fragiles face à l'immensité, mais elles contiennent tout un monde. À l'intérieur, une chaleur douce s'élève, entretenue par le feu qui crépite. La fumée s'échappe par l'ouverture au sommet et se perd aussitôt dans le ciel. Ici, la vie s'organise autour du mouvement. Rien n'est figé car chaque camp n'est qu'une halte. On démonte les tentes aussi vite qu'on les a dressées, on charge les chariots et déjà le clan reprend la route, suivant les pâturages. Le sol n'appartient à personne, mais la steppe appartient à ceux qui savent la lire. Les chevaux, liés aux hommes par une fidélité ancienne, forment le cœur de cette existence. À l'aube, on les mène à l'herbe encore humide de rosée. Leurs crinières se soulèvent dans la brise, leurs naseaux s'emplissent de vapeurs blanches. Chaque cavalier reconnaît le pas, l'humeur, le souffle de sa monture. Le cheval est une force, un compagnon, mais aussi une part de soi-même. Sans lui, la steppe serait trop vaste, trop hostile. Avec lui, elle devient chemin. La chasse rythme les jours. Dans le silence des plaines, des silhouettes s'élancent à dos de cheval, arc court à la main. Les flèches sifflent dans l'air, rapides et précises. Un cerf tombe, et avec lui, le clan aura de quoi se nourrir et se vêtir. Rien n'est gaspillé. La viande nourrit, la peau protège du froid, les os servent d'outils. Chaque geste est mesuré, chaque prise est offerte par la steppe. Quand le soleil décline et que le vent se fait plus vif, on revient vers les tentes. Les enfants courent, rient, se cachent dans les herbes hautes. Les femmes préparent le repas, de la viande rôtie sur les braises, des galettes cuites sur la pierre, parfois du lait fermenté au goût fort et rassasiant. Les plus anciens s'assoient près du feu et racontent. Leurs voix sont lentes, posées, rythmées par le crépitement des flammes. Ils parlent des ancêtres, des dieux, des grands guerriers disparus. Le clan vit uni, porté par les mêmes récits, les mêmes souvenirs. Chaque génération transmet aux suivantes non seulement les techniques de survie, mais aussi une manière d'être au monde, le respect de la nature, la confiance en la parole donnée, la valeur du courage et de la loyauté. Dans l'ombre vacillante des flammes, les enfants s'endorment, bercés par ces histoires qui nourrissent les rêves autant que le sommeil. La nuit, le camp se tait peu à peu. Seuls restent les gardiens, silhouettes immobiles qui veillent aux abords des tentes. Leurs yeux scrutent l'horizon, habitués à percevoir le moindre mouvement. Le danger peut surgir à tout moment, et pourtant, il y a une paix profonde dans ce silence partagé. Le ciel, immense, s'ouvre encore une fois, constellé d'étoiles. On s'y perd volontiers, comme si chaque lueur portait un fragment d'histoire, un présage, un souvenir. La vie des sites est faite de simplicité,
Mais cette simplicité contient une richesse discrète. Chaque objet est façonné avec soin. Une bride ornée de motifs d'animaux, une coupe décorée de symboles mystérieux, une ceinture de cuir rehaussée de métal. Rien n'est purement utilitaire, car chaque chose raconte aussi une croyance, une relation invisible entre l'homme, l'animal et le monde. Ainsi, le quotidien n'est jamais banal. Le repas autour du feu devient une cérémonie de partage. La chasse, un dialogue avec la steppe. Le voyage, une manière d'habiter l'infini. Et même le sommeil, roulé dans une peau de bête, devient une plongée dans un univers où les rêves se confondent avec les murmures du vent. Dans cette existence nomade, il n'y a pas de palais, pas de murailles, pas de temple de pierre. Mais il y a l'horizon, le ciel, la liberté. Et pour ceux qui savaient s'y abandonner, cela suffisait à donner un sens à la vie. Dans la steppe infinie, un peuple se mesure à sa relation avec le cheval. Pour les Scythes, cet animal n'était pas seulement un moyen de transport ou de subsistance. Il était le cœur battant de leur existence, l'ombre fidèle de leur jour, la promesse d'une force qui dépasse l'homme seul. Le matin, quand le soleil dorait les herbes encore humides de rosée, les chevaux se rassemblaient autour du camp. Leurs sabots marquaient le sol d'innombrables empreintes, comme une écriture mouvante gravée sur la terre. Les enfants couraient parmi eux, habitués à leur souffle puissant et à leurs mouvements brusques. Dès l'enfance, on apprenait à monter, à guider d'une simple pression des jambes, à comprendre les humeurs de l'animal. L'homme et le cheval grandissaient ensemble, liés par une complicité qui dépassait les mots. Dans la guerre, ce lien devenait une arme redoutable. Les arcs courts, adaptés à la selle, permettaient de décocher des flèches en plein galop. Un cavalier scythe pouvait tourner son corps avec une souplesse étonnante, tirer en arrière tout en fuyant et transformer sa retraite apparente en attaque foudroyante. C'était une révolution. Nul fantassin, même protégé par un bouclier, ne pouvait se mesurer longtemps à cette pluie de flèches venue du mouvement même. L'ennemi affrontait non pas un homme, mais une alliance. L'homme et son cheval, soudés dans un balai de vitesse et de précision. Les cavaliers portaient de courts sabres, les akinacs, faciles à manier au corps à corps. Mais leur véritable force résidait dans la mobilité. Ils frappaient vite, disparaissaient aussitôt, revenaient de l'autre côté. Pour les empires sédentaires, c'était comme lutter contre le vent. On le sent, on le craint, mais on ne peut l'attraper. Le cheval n'était pas seulement compagnon de bataille, il était aussi un signe de richesse et de pouvoir. Un chef se reconnaissait au nombre et à la beauté de ses montures. Les objets de harnachement, souvent décorés de motifs animaliers en bronze ou en or, montraient la place sacrée qu'occupait l'animal. Même les mors, simples pièces de métal insérées dans la bouche du cheval, étaient parfois ornées de figures de cerfs, d'aigles ou de griffons. C'était à la fois fonctionnel et symbolique, comme si chaque chevauchée devenait un rituel. Dans la mort aussi, le cheval accompagnait son maître. Les grands tumulus, ces tertres funéraires qui dominent encore certaines plaines, abritent les restes de cavaliers enterrés avec plusieurs montures sacrifiées. Couchés côte à côte, l'homme et l'animal poursuivaient ensemble le voyage dans l'au-delà. Les archéologues ont retrouvé des dizaines de squelettes de chevaux dans ces tombes, soigneusement disposés, comme s'ils formaient une escorte éternelle. Cela révèle à quel point le lien dépassait la vie elle-même. Le cheval était également un messager entre les mondes. Dans certains rituels, son sacrifice permettait de communiquer avec les dieux, d'apaiser les esprits ou d'obtenir la faveur de puissances invisibles. Sa vigueur, sa rapidité, son souffle étaient perçus comme des dons sacrés que l'homme pouvait offrir en retour. On peut imaginer la scène, un soir de steppe.
le cavalier qui caresse l'encolure de sa monture, qui murmure quelques mots que seul l'animal peut entendre. Ensemble, ils ont traversé des batailles, parcouru des distances immenses, affronté le froid, la faim, l'ennemi. La confiance est totale, presque silencieuse. Un frisson de vent passe, et déjà le cheval se tend, prêt à galoper, à redevenir flèche vivante dans la main de son maître. Dans l'immensité sans route ni frontière, les Scythes avaient trouvé dans le cheval une patrie mobile, une liberté incarnée. Grâce à lui, ils étaient partout et nulle part, fuyants et frappants, invisibles et présents à la fois. Chaque cavalier devenait l'image même de son peuple, insaisissable, rapide, porté par une énergie que rien ne pouvait enfermer. Ainsi, le cheval était plus qu'un animal. Il était une âme jumelle, un prolongement du corps et de l'esprit. Sans lui, les Scythes n'auraient été qu'un peuple parmi d'autres dans l'immense Eurasie. Avec lui, ils devinrent un mythe, celui des cavaliers éternels qui galopent encore, dit-on, dans le souffle du vent de la steppe. Le crépitement du feu éclaire les visages, et dans la lueur dansante apparaissent des armes soigneusement disposées. Elles ne sont pas de simples outils de guerre. Elles portent en elles la mémoire des gestes, des batailles et des croyances. Chez les Scythes, chaque lame, chaque arc, chaque pointe de flèche est à la fois prolongement du corps et signe du sacré. Leur arme la plus redoutable était l'arc court, recourbé, fabriqué de bois, de cornes et de tendons. Compact, il tenait aisément en selle et permettait de tirer en pleine course. Dans les mains des cavaliers scythes, il devenait une extension de la volonté. La flèche partait sans effort, rapide et précise, sifflant comme un souffle du vent. Les ennemis savaient que même à distance, nul abri n'était sûr. Le cavalier n'avait pas besoin de s'arrêter. Il galopait, décochait, disparaissait. À la ceinture pendait souvent une épée courte, la kinakès. Simple en apparence, elle possédait une garde arrondie faite pour être dégainée rapidement au corps à corps. Sa lame, bien équilibrée, se glissait entre les cuirasses ou frappait de taille. Mais au-delà de son efficacité, la kinakès était aussi un signe d'honneur. On la retrouvait dans les tombes, posée près du défunt, comme si elle avait été un compagnon de vie et un passeport pour l'éternité. Les flèches, quant à elles, portaient une diversité étonnante. De petites pointes de bronze, à 3 ou 4 ailettes, capables de transpercer la chair ou de percer les armures légères. Certaines étaient enduites de poisons végétaux, rendant la blessure fatale même quand le tir n'était pas mortel sur le coup. Le carquois d'un scythe n'était pas seulement un réservoir de projectiles, mais un répertoire de possibilités, un langage de guerre codé dans le métal. Pourtant, ces armes n'étaient jamais de simples instruments utilitaires. Elles étaient habitées de symboles. L'art des scythes, si particulier, imprégnait jusqu'aux moindres objets. Sur les gardes d'Akinakès, sur les appliques de carquois, sur les morts de chevaux, apparaissaient des formes animales. Cerfs élancés au galop, félins aux crocs acérés, rapaces déployant leurs ailes, et parfois des créatures fantastiques, mi-griffons, mi-aigle, mi-lion. Cet art animalier n'était pas décoratif au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Chaque motif avait une charge de sens. Le cerf, gracieux et rapide, évoquait la course libre et la vitalité.
Le félin, force et menace. Le griffon, gardien invisible, lien entre le monde des hommes et celui des dieux. Les objets se couvraient ainsi de figures qui rendaient visibles les forces invisibles. Porter une arme décorée, c'était convoquer ces puissances à ses côtés. Autour du feu, un jeune guerrier pouvait contempler l'aquinakès de son père et y voir plus qu'un métal poli. Il y lisait les traces d'un héritage, les lignes gravées comme des prières muettes. En brandissant son arc ou son épée, il ne se sentait pas seul. Il était accompagné par les ancêtres, par les esprits de la nature, par la mémoire de ceux qui avaient combattu avant lui. Même dans la vie quotidienne, ces symboles imprégnaient les gestes. Une boucle de ceinture décorée d'un animal stylisé rappelait la force à puiser dans la nature. Une applique en or fixée sur un carquois devenait un talisman protecteur. Les Scythes vivaient dans un monde où le réel et le spirituel s'entremêlaient sans cesse. Il faut imaginer ces guerriers, silhouettes dressées sur leurs chevaux, le soleil frappant les lames, les arcs bandés, les carquois ornés de motifs scintillant comme des étincelles. Leur apparence elle-même était un message, une démonstration de puissance autant qu'un appel au respect des forces invisibles. Et quand venait le temps de la mort, les armes les plus précieuses accompagnaient le défunt. Déposées dans les courganes, elles suivaient le guerrier comme des guides vers l'autre monde. Là encore, l'utilitaire se faisait rituel, et le fer comme l'or devenait langage entre les hommes et les dieux. Ainsi, pour les Scythes, les armes n'étaient jamais de simples moyens de tuer. Elles étaient la prolongation d'une vision du monde où chaque geste était porteur de sens, chaque objet un réceptacle de forces invisibles. Elles étaient à la fois instruments de guerre et emblèmes d'une identité profonde. Et quand le vent de la steppe faisait vibrer les arcs ou résonner le métal, il semblait rappeler que la puissance et le mystère marchaient ensemble, inséparables. Les cavaliers de la steppe étaient comme des mirages. On les voyait à l'horizon, une ligne mouvante dans la chaleur du jour ou dans la brume de l'aube, et puis plus rien. En un souffle, ils disparaissaient, avalés par l'infini des plaines. Pour les empires, ces hommes sans murailles et sans villes semblaient faits de vent et d'ombre, insaisissables, impossibles à enfermer. Bien avant que les chroniques ne les nomment, ils avaient déjà croisé le chemin des Assyriens. Ces rois de pierre, maîtres de cités puissantes et de chariots lourds, virent un jour surgir depuis le nord des silhouettes rapides, arcs tendus et chevaux fumants. Ils frappaient vite, emportaient du bétail, de l'or, des prisonniers, puis s'évanouissaient dans l'infini. Les Assyriens apprirent à les craindre autant qu'à les courtiser, tentant de les acheter par des alliances ou des présents. Mais comment dompter le vent? Puis vint le temps des Perses. L'immense empire d'Asie, tissé de routes et de satrapies, décida un jour de soumettre ses cavaliers sans roi. Darius, roi des rois, leva ses armées, traversa le Bosphore et s'enfonça dans la mer d'Herbe. Mais pour chaque pas qu'il faisait, les Scythes en faisaient 10. Il ne donnait pas bataille. Il coupait les points d'eau, brûlait l'herbe, disparaissait. Les soldats perses, alourdis de leurs armures, épuisés par des marches sans fin, ne trouvaient jamais d'ennemis à affronter. Quand enfin Darius renonça, il laissa derrière lui l'image d'un empire impuissant face à des hommes qui n'étaient liés à rien. Les Grecs, eux, les virent d'un autre regard. Pour eux, les Scythes étaient des barbares, certes, mais des barbares fascinants. Les marchands de Milet et d'Olbia troquaient vin, huile et céramique contre des fourrures, du blé, parfois des esclaves. Des mythes naquirent. On racontait que les Scythes étaient les fils d'Héraclès, qu'ils gardaient aux confins du monde les secrets des dieux. Les philosophes, eux, observaient avec curiosité ces hommes qui vivaient sans lois écrites, mais obéissaient à des codes d'honneur plus solides que des murailles. Dans toutes ces rencontres,
une constante demeurait. Les Scythes n'étaient jamais capturés, jamais vraiment conquis. Leur force ne résidait pas seulement dans l'arc ou le cheval, mais dans une manière d'habiter le monde. Quand un ennemi approchait, ils pliaient le camp, emportaient tout ce qui comptait et disparaissaient vers d'autres plaines. Et quand le moment était venu, ils revenaient, invisibles puis terribles, frappant là où on ne les attendait pas. Les empires voyaient dans cette mobilité un signe de faiblesse, une absence d'ancrage. Mais pour les Scythes, c'était une force, un mode de vie où rien ne pouvait être perdu, car rien n'était fixé. Leur richesse n'était pas dans les palais ni dans les temples, mais dans le souffle des chevaux, dans le savoir des routes, dans l'infini de la steppe qu'ils connaissaient mieux que quiconque. Les récits des scribes, souvent, peignaient ces cavaliers comme des fantômes. Ils surgissaient au crépuscule, leurs arcs chantant, puis disparaissaient avant que la poussière ne retombe. Même les plus grands rois durent accepter cette évidence. On ne peut enfermer le vent dans des murs, ni retenir l'ombre sur l'herbe. Et pourtant, ces échanges, ces affrontements, ces guerres de patience laissèrent des traces. Les Scythes prirent aux Perses des objets, des techniques, parfois des dieux. Aux Grecs, ils empruntèrent des formes d'art, des bijoux, des amphores. Mais jamais ils ne se laissèrent façonner. Tout ce qu'ils touchaient, ils l'adaptaient, le pliaient à leur monde, à leurs croyances, à leur liberté. Dans le silence des lieux de steppe, les anciens racontaient ces histoires. Ils parlaient des guerriers qui avaient défié Darius, des chefs qui avaient négocié avec les rois grecs, des cavaliers qui avaient traversé des mers d'herbes pour revenir chargés de butin et de récits. Autour du feu, ces voix graves disaient moins la gloire que la persistance. La steppe était à eux, tant qu'ils restaient fidèles à ce qu'ils étaient. Aujourd'hui encore, si l'on ferme les yeux et que l'on écoute le vent, on pourrait presque entendre ce murmure ancien. Celui d'un peuple qui n'a jamais courbé la tête, qui a traversé les siècles sans jamais se laisser posséder. Des ombres passent parfois dans le souffle des plaines, rapides et fières, comme pour rappeler que certaines libertés ne s'éteignent jamais. Lorsque le vent se calme sur la steppe et que le soleil s'incline vers l'horizon, on distingue parfois, au milieu de l'herbe infinie, des collines solitaires. Elles ne sont pas nées du hasard. Sous leur silhouette arrondie, des mondes entiers dorment encore. Ce sont des kourganes, les tombes sacrées des anciens cavaliers. Pour les Scythes, la mort n'était pas une rupture, mais une continuité. La vie se déroulait sur une terre immense, sans murs, sans temple, sans frontières, et l'au-delà semblait prolonger ce voyage. Quand un chef, un guerrier ou un ancien quittait le monde des vivants, il ne partait pas seul. Tout un rituel s'organisait pour lui donner les moyens de poursuivre sa route, là-bas, dans les plaines invisibles où les hommes et les dieux se rejoignent. Le tumulus s'élevait peu à peu, construit avec soin, pierre après pierre, terre après terre. Sous cette colline artificielle, on creusait une chambre funéraire faite de bois, parfois richement décorée. Le corps y reposait, entouré de ses armes, de ses parures, de ses objets du quotidien. Les archéologues ont retrouvé des bijoux d'or, des coupes finement travaillées, des arcs ornés de motifs animaliers, des vêtements de laine brodés de fils précieux. Chaque objet avait un sens. Rien n'était posé là au hasard. Mais ce qui frappe le plus, ce sont les chevaux. Les textes anciens en parlaient et les fouilles l'ont confirmé. Les plus grands kourganes abritaient parfois des dizaines de montures sacrifiées, alignées près du défunt. Elle l'accompagnait comme elle l'avait fait toute sa vie, prête à galoper avec lui dans le monde des esprits. Les Scythes ne pouvaient imaginer leur chef marchant seul dans l'au-delà. Sa monture était son ombre, son compagnon, son souffle prolongé.
Même la mort ne devait pas les séparer. Autour de la chambre funéraire, on plaçait aussi des serviteurs, parfois des épouses, parfois des guerriers tombés avec lui. Les plus grandes sépultures ressemblent ainsi à de véritables mondes miniatures. Des êtres, des objets, des animaux, tous réunis pour une nouvelle existence. Cela peut sembler cruel à nos yeux, mais pour eux c'était une évidence. On ne part pas désarmé, on ne part pas seul, on ne part pas sans le feu, la nourriture et la force des chevaux. Les Kourganés révèlent aussi une dimension spirituelle profonde. Les motifs gravés sur les objets, cerfs bondissants, félins au croc démesuré, griffons aux ailes tendues, ne sont pas de simples ornements. Ils sont des guides, des gardiens, des symboles des forces qui veillent sur le passage de la vie à la mort. Le tumulus lui-même, dressé vers le ciel, semble unir la terre et les étoiles, comme si la sépulture devenait un axe entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Les fouilles ont parfois révélé des tissus teints de couleurs vives, des tapis tissés, des bois sculptés. Même au cœur de la steppe, loin des cités et des palais, les Scythes entouraient leurs morts d'une beauté silencieuse. Ils savaient que la fin d'un voyage mérite autant de soins que son commencement. Et puis, une fois le tertre refermé, le vent reprenait son rôle. L'herbe recouvrait peu à peu la colline artificielle. Les troupeaux passaient au loin, les saisons changeaient, la pluie et la neige lissaient les pentes du tumulus. Pour qui ne savait pas, ce n'était qu'une éminence parmi d'autres. Mais pour le clan, c'était un lieu sacré, un point fixe dans un monde en perpétuel mouvement. La nuit, autour du feu, on racontait l'histoire de ceux qui reposaient là. Les enfants apprenaient les noms, les exploits, les légendes. Les esprits des morts n'étaient jamais très loin. Ils voyageaient avec le vent, veillaient sur les cavaliers, parlaient à travers le hennissement des chevaux et le cri des oiseaux. Aujourd'hui encore, les Kourganés parsèment les steppes d'Ukraine, du Kazakhstan, de Sibérie. Beaucoup ont été pillés depuis des siècles, d'autres sont restés intacts, livrant peu à peu leurs secrets. Mais même quand ils sont vides, ils gardent quelque chose d'indicible. La sensation d'un passage, d'un lien entre les mondes. Si l'on s'assoit près d'eux au crépuscule, quand le ciel se teinte d'or et que le vent descend des collines, on croit entendre un souffle ancien, comme si les chevaux, là-dessous, remuaient encore dans leur sommeil, comme si le voyage du chef défunt se poursuivait, quelque part dans des plaines que nos yeux ne peuvent plus voir. La steppe paraît vide aujourd'hui. Les trains filent au loin, les camions roulent sur des routes tracées à la règle, et l'herbe danse toujours sous le même vent. Pourtant, si l'on s'arrête, si l'on ferme les yeux, on devine autre chose. Un murmure, comme le souffle ancien d'un monde qui refuse de s'éteindre. Les Scythes ne sont plus là depuis des siècles. Leurs chevaux ne labourent plus les plaines. Leurs arcs ne sifflent plus dans le vent. Les tumulus s'adoucissent avec le temps, se fondent dans le paysage, et leurs noms se sont effacés des mémoires. Mais leur esprit, lui, n'a jamais quitté ces terres. Dans le cri des oiseaux qui traversent l'horizon, dans le bruit lointain d'un galop imaginaire, dans l'odeur sèche des herbes, il reste quelque chose d'eux. Peu de peuples ont su épouser leur monde avec une telle fidélité. Les Scythes n'avaient ni murailles ni cité, mais ils connaissaient chaque courbe de la steppe, chaque source, chaque étoile. Ils étaient la steppe autant qu'elle était eux. Et peut-être est-ce pour cela qu'ils semblent encore là, invisibles mais présents, mêlés au souffle du vent. Leurs descendants ont changé de nom,
Leurs langues se sont perdues, leurs coutumes ont été recouvertes par d'autres. Pourtant, dans les peuples cavaliers qui leur ont succédé, dans les légendes des Tatars, des Kazakhs ou des Bachkirs, on retrouve la même flamme, celle de l'homme libre, insaisissable, qui se déplace au rythme de la terre plutôt qu'à celui des frontières. Les objets qu'ils ont laissés parlent pour eux. Ces arcs courts, ces bijoux d'or fin, ces tapis tissés de symboles, tous racontent une même vérité. Les Scythes savaient que tout se meurt, mais que tout continue aussi. Ils vivaient dans l'instant, mais pensaient l'éternité. Lorsque le soir tombe sur les plaines et que le ciel se teinte de cuivre, on pourrait croire que le temps s'arrête. Alors, dans le silence, on peut presque entendre des sabots lointains, des échos venus d'un autre âge, comme si une horde invisible traversait encore l'horizon. C'est peut-être cela, l'héritage des Scythes. Non pas des palais ou des livres, mais une présence diffuse, une mémoire inscrite dans l'herbe et le vent, dans le vide immense qui n'appartient à personne. Il y a quelque chose de rassurant dans cette idée, de se dire que rien ne disparaît vraiment, que ces cavaliers sans nom continuent leur course, invisibles mais fidèles, gardiens silencieux des routes qu'ils ont ouvertes. Et pour celui qui s'endort au bord de la steppe, le souffle se fait plus doux. L'air frais porte avec lui des images floues, des silhouettes penchées sur des chevaux nerveux, des arcs tendus vers le ciel, des rires autour d'un feu, des fragments d'histoire qu'on ne raconte plus, mais qui continuent de flotter, prêtes à se poser dans les rêves. Alors, il suffit de fermer les yeux, d'écouter le vent et de se laisser porter, comme un cavalier invisible, vers cet horizon sans fin où le temps n'a plus de prise. Là où les Scythes galopent encore, dans une course qui n'a ni début ni fin, seulement l'éternité des plaines et le silence des étoiles.